Céline a passé l'été 1995 à travailler dans un hôtel de Fordingbridge, dans le Hampshire, où son cousin Jean-Marc est maître d'hôtel, profitant de l'occasion pour améliorer son anglais. Elle aimait tant l'Angleterre qu'elle prévoyait déjà d'y retourner pendant les vacances de Noël suivantes, retrouver Jean-Marc. Céline a mobilisé famille et amis pour trouver un moyen de transport jusqu'en Angleterre. Le 18 décembre, elle quitte la ferme familiale à bord de la voiture d'un ami de la famille, qu'on appellera François, employé par une société de transport locale. Ils roulent jusqu'à Calais, puis traversent la Manche le lendemain. Ils arrivent à Ashford, dans le Kent, le 19 décembre. Céline pensait prendre le train jusqu'à Fordingbridge, mais François lui a trouvé un autre chauffeur de camion français, Roger, qui était disposé à l'emmener à Chively, dans le Berkshire, à environ 2 heures de route. À leur arrivée sur l'aire d'autoroute, Céline tente d'appeler Jean-Marc, son cousin, pour lui demander de venir la chercher, mais se trompe de numéro. Un chauffeur de camion anglais lui propose de l'emmener à Salisbury, lui proposant même d'utiliser son téléphone portable sur la route. Roger émet des réserves sur lui, mais laisse tout de même Céline partir. Céline et le conducteur du camion quittent la station-service vers 16h30. Elle n'atteindra jamais sa destination. Son cousin, ne la voyant pas arriver, appelle ses parents qui évidemment s'inquiètent. Ils préviennent la police locale anglaise qui s'empare sérieusement de cette affaire. Des premiers témoignages évoquent un camion Mercedes frigorifique blanc. Céline est portée disparue dès le 21 décembre. Son père, ne pouvant rester sans rien faire, décide d'aller sur place. Le 24 décembre, il prend le train puis l'avion, accompagné d'une nièce qui parle anglais, à destination de l'Angleterre. La police organise une conférence de presse le 27 décembre. La disparition de Céline est sur toutes les chaînes. Les gens sont d'autant plus touchés par le désarroi de ce père qui n'a pas de nouvelles de sa fille, car eux viennent de vivre des moments forts en famille. Un portrait robot est établi et diffusé. Le conducteur de ce fameux camion dans lequel Céline est montée a été décrit comme étant âgé de 30 à 35 ans, avec des cheveux clairs, courts et peut-être une courte barbe, mais pas de moustache. Malheureusement, le matin du 29 décembre, un automobiliste retrouve le corps nu d'une jeune femme sur une aire de repos près du village d'Ombersley, dans le Worcestershire. Le corps a été placé là moins de 24 heures auparavant. Le lendemain, le corps a été identifié comme étant celui de Céline. L'autopsie a permis d'établir que la mort a été causée par 3 ou 4 coups violents à la tête qui ont provoqué des fractures importantes du crâne ainsi que des fractures de la joue et de la mâchoire. Elle présentait des marques de strangulation, venant probablement de l'utilisation d'une ceinture ou d'une sangle. Des analyses démontrent également que des rapports sexuels ont eu lieu quelque temps avant son décès. Bien qu'elle ne présentait aucun signe caractéristique d'un rapport sexuel forcé, des traces de ruban adhésif ont été découvertes sur l'un de ses poignets. L'hypothèse la plus probable est qu'elle ait été violée sous la menace pendant qu'elle était immobilisée. L'état du sperme dans son corps indique qu'elle est restée en vie quelques heures après le viol. Toutefois, ni l'état du corps, ni les autres éléments de preuve n'ont permis d'établir l'heure précise de la mort, si ce n'est qu'elle a été tuée le 19 ou le 20 décembre, son corps ayant été conservé dans un environnement chaud pendant un certain temps, puis soumis à des températures froides. Céline Figard est née le 23 mai 1976 à Besançon, en Haute-Saône, de Martine et Bernard Figard. Elle avait 2 frères, Stéphane et Nicolas, et une sœur, Karine. La famille d'agriculteurs habite dans une ferme dans le petit village bucolique de 130 habitants nommé Ferrières-l'Essai. À 19 ans, elle suivait des études de comptabilité au lycée Le Grand Chenois à Montbéliard. Céline était une jeune femme amicale et sportive. Elle était ailière dans l'équipe de handball du club de Vesoul et appréciait particulièrement les sports collectifs. D'après sa meilleure amie, elle aussi, prénommée Céline, elle était un être soucieux, responsable et sociable.
Grâce au fichier d'immatriculation, ils savent que le parc de camions frigorifiques Mercedes blanc est de 5000 en Angleterre. La police s'adresse alors directement aux entrepreneurs de transport. 22 500 lettres sont envoyées fin janvier 1996 par l'intermédiaire de leurs 4 syndicats professionnels. D'après McCamont, je cite, « La seule difficulté réside dans le nombre de camions. Si je trouve le camion, je trouve l'assassin. » Grâce au sperme retrouvé et analysé, et pour la première fois au Royaume-Uni, des tests ADN de masse sont effectués à l'échelle nationale et sur les membres d'un corps de métier particulier. Lors des précédentes enquêtes sur les meurtres, le dépistage à grande échelle n'a été effectué que sur une base locale comme un village. 1200 conducteurs de camions blancs sont testés, et ceux qui refusent feront l'objet d'une enquête approfondie. En plus de tout cela, des barrages routiers et des auditions de routine des conducteurs sont mis en place par la police. Après des centaines d'entretiens, l'un des hommes leur paraît suspect. Ce dernier leur affirme qu'il ne s'est jamais trouvé près de Chivley l'après-midi du 19 décembre 1995. Il déclare à la police qu'il a voyagé ce jour-là dans une toute autre partie du pays. Il devait par la suite produire un tachygraphe censé confirmer ce récit, mais qui avait manifestement été concocté à cette fin. Il refuse également le prélèvement ADN. Le 16 janvier, une perquisition a eu lieu chez ce suspect et les policiers ont découvert un grand nombre d'objets appartenant à Céline, notamment des affaires personnelles comme une trousse de toilette et des photographies. Ils ont également découvert dans son garage une couchette inférieure d'un camion Mercedes dont la bâche avait été lavée mais dont l'intérieur s'est avéré fortement taché de sang. Mais ce sang était trop dégradé pour des analyses de comptabilité. Son camion a été examiné. L'intérieur avait été shampouiné, mais suffisamment de taches de sang ont été découvertes pour permettre la récupération d'un ADN qui ressemble à celui de Céline. Le schéma des taches de sang correspondait au fait que Céline était allongée sur la couchette lorsqu'elle a été sauvagement battue à la tête. Le 19 février, le suspect est interpellé à son domicile. Malgré tout, il continue de nier avoir jamais rencontré Céline, et ce pendant un bon mois. Il finit enfin par donner une nouvelle version et admet l'avoir prise en charge à la station-service de Chivley. Ils auraient bu un café ensemble et, se faisant passer pour un séducteur averti, ils auraient eu un rapport sexuel sur la banquette de son camion, avec son consentement et ses encouragements, vers 20h30, le 19 décembre 1995. Il déclare l'avoir ensuite déposé tout près de Southampton, saine et sauve et en bons termes, avant de rejoindre son domicile de Poole. Il a persisté dans cette histoire au cours du procès, et encore aujourd'hui, il clame son innocence. Mais qui est donc cet homme ? J'en profite pour vous demander, si vous appréciez mon travail, d'envisager de vous abonner et de laisser un petit j'aime et un commentaire. Ça m'aide beaucoup, alors merci. Stuart William Morgan est un homme de 37 ans et l'un des 5 enfants de John et Juliana Morgan. Il a grandi à Tunbridge Wells, dans le Kent, où son père travaillait comme contremaître et sa mère, une réfugiée de l'ex-Allemagne de l'Est, comme femme de ménage dans une école. En 1974, à l'âge de 14 ou 15 ans, il purge une peine privative de liberté dans une maison d'arrêt à la suite d'une condamnation pour cambriolage. Après avoir suivi une formation de plombier et de chauffagiste à l'école polytechnique de Croydon, il crée une entreprise de plomberie dans la région de Tunbridge Wells. Après l'échec de cette entreprise, il s'installe dans le Dorset en 1983 et travaille comme chauffagiste. Il devient chauffeur routier en 1991. Il est marié à Glinda et a un fils. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les procès ne s'organisent pas comme en France. L'enquête de personnalité, qui est un temps fort des procès d'assises chez nous, avec les nombreux examens psychologiques, psychiatriques, à propos de l'enfance, des relations, de la personnalité du tueur, est réduite à sa plus simple expression chez nos amis anglais. On n'en saura donc pas vraiment plus à propos de Stuart Morgan. Le procès débute le 2 octobre 1996 à la Worcester Crown Court et Stuart Morgan plaide non coupable pour le meurtre de Céline Figard. Bernard et Martine Figard assistent au procès en compagnie de la sœur de Bernard et d'une amie religieuse.
Selon le système britannique, il n'y a pas de partie civile. L'accusation se fait au nom de la reine. Voici le déroulé des faits selon l'accusation. Peu après avoir quitté la station-service de Chivley, et peut-être car il savait que Céline n'avait pas réussi à joindre son cousin et donc que personne ne savait exactement à quelle heure elle arrivait, Stuart aurait violé Céline sur sa couchette avant de la frapper plusieurs fois à la tête et de l'étrangler. Elle serait morte quelque temps après. Il a ensuite conduit pendant des heures, couvrant de grandes distances avec le corps dissimulé derrière le siège dans la partie arrière du véhicule. Il a continué ses déplacements sans éveiller les soupçons jusqu'à Noël, puis a fait une pause chez lui, où l'attendaient sa femme et son fils, en stationnant le camion devant la maison. À l'intérieur se trouvait le corps de Céline, qui est donc resté là en tout une dizaine de jours, jusqu'au 29 décembre. Il cache les affaires de Céline dans sa maison, nettoie son camion, enlève la fameuse couchette tachée de sang. Il se justifie en expliquant qu'il y a du sang parce qu'un homme s'était allongé dessus après s'être blessé à la jambe, alors que le véhicule avait été prêté à un autre chauffeur, en 1994. Également, il affirme que ses photographies et autres objets étaient en sa possession car elle les avait laissés dans son camion. Au contraire, le juge estime que le fait qu'il ait conservé certains de ses effets personnels suggérait qu'il souhaitait garder une sorte de souvenir de ce qui s'était passé. Cela m'amène à me demander, pourquoi certains tueurs gardent-ils des affaires de leurs victimes, autrement appelées souvenirs ou trophées ? Nicole Mott, l'auteur de l'Encyclopédie du meurtre et des crimes violents, explique, je cite, « Le trophée est utilisé pour préserver la mémoire des victimes pour aider à des actes sexuels, et la prise de trophée agit comme une signature et fait partie du rituel du meurtre d'un tueur. » Bien sûr, il en va de chaque tueur de donner sa propre explication. Jeffrey Dahmer, qui gardait des crânes, des parties du corps et des photos de ses victimes, a admis qu'il prenait un plaisir sexuel à garder des parties du corps de ses victimes tout en insistant sur le fait que c'était surtout à cause de sa peur implacable du rejet. En s'accrochant aux os, ou encore, plus inquiétant, en mangeant la chair, il a dit qu'il était capable de les empêcher de le quitter. Le docteur Tyrone Kirchengaz, criminologue australien, a déclaré que les trophées étaient le signe de la conviction des tueurs qu'ils ne se feront pas prendre. Cela fait partie de l'excès de confiance selon lequel ils peuvent tromper tout le monde par la manipulation ou le charme. Pour lui, les trophées sont un rappel horrible et tordu de l'une des rares fois où ils se sont sentis puissants. Pour en revenir à notre histoire, Stuart achète ensuite une bêche, une hache et une scie à métaux dans l'intention manifeste de démembrer le corps. Mais il change d'avis, préférant effectuer une livraison de nuit pour s'en débarrasser. Dans la nuit du 28 au 29 décembre 1995, il se rend donc dans la région de Telford pour effectuer une livraison. Le matin, il est vu en train d'allumer un feu près de son camion, ce qu'il a expliqué plus tard comme étant nécessaire pour dégeler les valves de ses freins à air. Mais un examen ultérieur de la zone a permis de découvrir une paire de chaussettes appartenant à la victime, un pantalon coupé et testé positif au sang et au sperme, ainsi qu'un soutien-gorge également coupé. Pour l'accusation, il a coupé ces deux objets pour les retirer du corps de Céline. Bien que le tachygraphe de l'accusé indique un trajet jusqu'à Telford, une nuit de repos et un retour à Southampton, l'accusation a pu démontrer que Stuart avait retiré un fusible du tachygraphe de son camion pendant cette fameuse nuit et qu'il s'est ensuite rendu dans le Worcestershire pour y déposer le corps de Céline sans laisser de traces sur le tachygraphe. Des anomalies ont ensuite été constatées dans ses documents de voyage car il avait oublié de remplacer le dit fusible. De plus, la famille de Céline et son cousin savaient qu'elle avait avec elle 2 bouteilles de champagne d'une marque spécifique française non vendue au Royaume-Uni. Étrangement, Stuart a offert au gérant d'un garage de proximité, où il était habituellement client, 2 bouteilles identiques. Enfin, d'après lui, s'il ne s'est pas manifesté après que la police a demandé des informations sur le chauffeur qui avait déposé Céline, c'est parce qu'il ne voulait pas que sa femme apprenne son infidélité. Selon le rapport psychiatrique du docteur Neal, daté du 22 avril 1996, Stuart Morgan ne souffre d'aucune maladie mentale. Le 16 octobre 1996, il a fallu 3h30 au jury pour déclarer Stuart Morgan coupable du meurtre de Céline Figard.
et il a été condamné à la prison à vie avec une recommandation selon laquelle le ministre de l'Intérieur devrait décider de son admissibilité à la libération conditionnelle. En prononçant la sentence, le juge Latham a déclaré, je cite, « Ce que vous avez fait à Céline a provoqué la révulsion dans l'esprit de toutes les personnes bien pensantes. Vous êtes un homme dangereux et je le signalerai au ministre de l'Intérieur. » Le juge a ensuite fixé une peine minimale de 20 ans, qui a ensuite été approuvée par le Lord Chief Justice. Stuart fait appel de sa condamnation au motif qu'elle était injuste en raison de la publicité dont l'affaire avait fait l'objet. Sa demande a été rejetée par la Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles le 5 février 1998, les 3 juges ayant estimé qu'il n'y avait pas de motif suffisant pour justifier un appel. En janvier 2009, Stuart Morgan a de nouveau fait appel pour demander un réexamen de la recommandation relative à la peine minimale. Cette demande a également été rejetée par le juge Openshaw. D'après lui, 20 ans est déjà une peine correcte, compte tenu que s'il était jugé aujourd'hui, il prendrait minimum 30 ans. Également, pour lui, je cite, « Il est vrai qu'il a suivi plusieurs cours en prison, qu'il a travaillé dur et qu'il bénéficie maintenant d'un statut amélioré, que le responsable du personnel le décrit comme un prisonnier modèle. Tout cela est certes louable, mais il n'y a rien d'exceptionnel ici. Il s'agit de la progression ordonnée d'un condamné à perpétuité dans le cadre de son plan d'exécution de la peine. » Enfin, le fait pour Stuart de clamer son innocence serait pour lui une preuve qu'il ne mérite pas 20 ans de prison. Ce à quoi le juge répond, je cite, « Le fait que le requérant continue de clamer son innocence face à des preuves vraiment accablantes le rend inapte à suivre d'autres cours qui pourraient réduire son risque de délinquance sexuelle. » Ce manquement peut, en temps voulu, affecter la décision de la commission des libérations conditionnelles quant au danger qu'il pourrait présenter à sa libération. Mais il ne peut influencer sur la durée minimale qu'il devrait juger à titre de punition et de dissuasion. Interviewée, sa mère, Juliana Morgan, déclare que pendant ces fameuses fêtes de Noël 95, je cite, « Il semblait tout à fait normal, il n'était ni nerveux ni bouleversé. Nous avons tous vu le meurtre aux informations télévisées et la photo. J'ai pensé qu'il me semblait familier et j'en ai parlé à ma fille qui m'a dit qu'il ressemblait à Stuart. Mais nous n'avons pas appelé la police car nous ne pouvions pas croire que c'était lui. » Céline a été enterrée le 20 janvier 1996 dans le petit village de Sey-sur-Saône. Un jardin commémoratif nommé le Jardin de Céline a été aménagé à l'église Saint-Andrews dans le village d'Ombersley, près de l'endroit où son corps a été retrouvé. Le jardin rend également hommage à d'autres victimes de crimes violents, notamment Johanna Parish qui aurait été tuée par Michel Fourniret et Caroline Dickinson, tuée par Francisco Arce Montez. Les parents de Céline ont continué à se battre aux côtés d'autres familles de victimes. Ils sont d'ailleurs apparus très souvent en soutien aux parents de Caroline. Et c'était la très triste histoire du meurtre de Céline Figard, jeune autostoppeuse qui avait la vie devant elle, mais qui a été fauchée en pleine jeunesse. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous!